Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, une question. Suis-je hypersensible ? Enquête sur un pouvoir méconnu. De Fabrice Midal. Fabrice Midal, philosophe, grand chantre de la méditation, mais aussi vulgarisateur et youtubeur et plein de choses, et hypersensible. Donc il va explorer cette idée d'hypersensibilité, cette... Comment définir l'hypersensibilité ? On est d'emblée confronté à beaucoup de questions. On est d'emblée confronté évidemment à soi-même, puisque la question du titre, c'est « Suis-je hypersensible ?» C'est un livre qui s'adresse à ceux qui le sont, qui ne savent pas trop s'ils le sont et ne parviennent peut-être pas à mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Suis-je hypersensible ? Mais au-delà de cette question-là, où on répondrait oui ou non, on fait un test et puis c'est fait, j'ai l'étiquette hypersensible et puis voilà, j'ai une identité propre grâce à ça. Évidemment, ça ne suffit pas. Évidemment, cette question de l'hypersensibilité, on la regarde, en tout cas, je la regarde, tout en me sentant concerné par elle, avec une certaine méfiance, pour être franc. Parce que j'ai l'impression que c'est une notion à la mode, un peu fourre-tout, et bon, qu'est-ce que serait vraiment l'hypersensibilité ? On se rend compte qu'il y a de multiples manifestations de celle-ci. Cela étant dit, si je continue à réfléchir en ce qui me concerne, il me paraît assez clair que ce qui est défini par le terme hypersensibilité peut, pour bien des aspects, me correspondre. Donc, je lis avec intérêt ce livre-là, même si je ne le suis pas sur l'ensemble de ce qu'il dit. Ce qui est déjà peut-être le point de départ de Fabrice Midal, c'est la prise de conscience de l'hypersensibilité, que l'on est un hypersensible ou une hypersensible, et que c'est ce qui explique certaines attitudes, certaines réactions, certains traits de notre caractère, de notre manière d'être au monde, qui nous rendent différents de la majorité. Donc il y a une sorte de révélation. Alors là aussi, je m'en méfie un peu dans le sens où je me dis, mais une fois que j'ai compris que j'étais hypersensible, qu'est-ce que je fais pour être au monde d'une manière peut-être plus juste, enfin qui me correspond plus à ce que je suis véritablement dans le monde, sans me laisser emporter par les modes de pensée dominants qui ne sont pas hypersensibles. Voilà, des questions extrêmement importantes. Alors, dans le livre, après des témoignages, parfois personnels, parfois tirés d'autres personnes rencontrées par Fabrice Midal, il y a toujours aussi des explications plus approfondies, et puis un résumé à la fin de chaque chapitre, ce qu'il faut retenir, et puis un exercice. Par exemple, dans le premier chapitre, qui s'intitule, non c'est le deuxième, qui s'intitule « Le cadeau », cette prise de conscience, voilà l'exercice. Parcours ta vie en toute objectivité avec le prisme de l'hypersensibilité. Éclaire-t-il certains phénomènes que tu avais du mal à comprendre et dont tu ne voyais pas le tronc commun ? Ce simple passage en revue peut être libérateur. D'un coup, tu comprends enfin qui tu es. Tu peux entamer le chemin, et c'est ça qui est important, parce qu'on ne comprend jamais véritablement qui on est. Mais on a un chemin, une piste qui est peut-être plus juste par rapport au chemin qu'on a essayé d'emprunter ou qu'on a essayé de nous faire emprunter. Et donc, il va suivre ce chemin durant tout ce livre. Tout d'abord, en nous témoignant son propre chemin. Dans le chapitre 3, test,
Comment se retrouver face au foisonnement des manifestations de l'hypersensibilité? Voilà une question qui se pose. L'hypersensibilité, c'est un mot pour dire plein de choses. Et il y a un foisonnement. Il y a des manifestations très différentes selon les individus. Alors il part de lui-même. Dès l'école maternelle, j'ai été un être à part. J'ai compris depuis que tout hypersensible, tant qu'il s'ignore, a du mal à s'intégrer socialement. C'est peut-être même le point de départ de la réflexion. Je n'arrive pas à m'intégrer socialement. Moi, c'est tout à fait une réalité. L'intégration sociale est quelque chose d'extrêmement difficile pour moi, et donc un point commun entre tous les hypersensibles, que cette difficulté à s'insérer. Mais je n'avais ni les mots pour le dire, ni la clé de compréhension qui m'a par la suite sauvé la peau. Je me suis souvent senti étranger aux règles du jeu des autres. J'ai mes propres règles. Au collège, au lycée, à l'université, dans le monde du travail, partout, la vie sociale est fondée sur un ensemble d'impératifs, de modèles de réussite et de comportements qui sont en décalage avec ma réalité. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai tout à fait ressenti partout. Dans tout groupe, je sens un décalage. Même si j'intègre les groupes, je suis toujours un peu l'électron libre, celui qui va mettre les pieds dans le plat, comme on dit, celui qui va être critique là où tout le monde est unanime. Là où d'autres s'adaptent à la norme sans se poser de questions, je dois rester dans le contrôle, pour ne pas surréagir, pour faire semblant de m'amuser, pour résoudre des problèmes dits logiques, mais qui me sont hermétiques, tels qu'ils me sont présentés. Pour obéir, pour m'ennuyer sans broncher, pour me conformer, pour être moins idéaliste, moins exigeant. Je me suis longtemps senti coupable de cette différence et je me suis structuré par rapport à cette culpabilité, d'autant plus intense que mes différences sont si nombreuses que j'en perds la tête. Je ne me suis jamais senti au bon endroit. J'ai mes lieux à moi qui ennuient les autres. Tiens, le lieu qui est derrière moi, la bibliothèque. Ça, c'est un de mes lieux à moi qui ennuie. Alors les autres, évidemment, au fur et à mesure que la vie avance, on rencontre des gens qui sont bien dans ces lieux-là aussi. Mais pas toujours avec les mêmes livres. Et c'est difficile quand on a ressenti extrêmement fort la puissance d'un livre, de voir des gens qui y sont indifférents et qui, au contraire, réagissent à d'autres livres qui nous paraissent d'une banalité terrible. Bref, je me souviens d'un repas de mariage auquel j'étais invité. J'avais hésité, puis je m'étais laissé emporter par mes sentiments. Les mariés étaient des amis et je ne voulais pas les décevoir. J'ai su aussitôt installé auprès de 8 personnes qui m'étaient étrangères que ce moment serait difficile pour moi. Elles n'étaient pas désagréables, mais au fil des minutes, leur bavardage d'une insoutenable banalité, leur rire à gorge déployée, me ramenait à mes cauchemars de la cour de récréation, quand je ne réussissais pas à m'intégrer malgré toute ma bonne volonté. Je me suis senti mal physiquement, d'autant plus mal que je m'en voulais de gâcher la fête. Les mariés, qui se sont aperçus de mon trouble, m'ont changé de table. J'ai néanmoins quitté la fête assez rapidement. Je n'avais rien à redire à l'organisation, je ne pouvais mettre personne en cause, mais je n'y avais pas ma place. J'étais déçu de moi-même, attristé de n'avoir pas été un bon convive. Vous voyez, cette culpabilité, dans un moment où l'on est censé être joyeux et vivre un bon moment, une fête de mariage évidemment, eh bien, parce qu'on est avec des personnes qui nous ennuient ou qu'on ne comprend pas ou qui sont d'un autre monde ou qu'on ne connaît simplement pas, on va complètement perdre pied. Et c'est des choses qui, oui, moi je l'ai ressenti souvent, c'est-à-dire que vous avez envie de faire bonne figure, mais vous n'y arrivez pas. Parce que le monde social, et plus il y a de monde, plus c'est compliqué, plus il y a aussi de rites, de manières de se comporter qui sont celles qui implicitement sont données
Et en tout cas en ce qui me concerne, mais j'ai l'impression que c'est le cas aussi chez Fabrice Midal, ces moments-là sont extrêmement angoissants parce que ces rites sociaux, cette manière d'être qui correspond à ce qui se fait, c'est quelque chose qui m'est étranger. Je ne sais pas ce qui se fait, j'ai besoin qu'on me le dise. Alors que très souvent, pour la plupart des gens, au fond, on a l'impression que ça se fait naturellement. Pas pour ce que Fabrice Midal appelle un hypersensible. Alors il prend des exemples dans la littérature, comme Lucky Luke, par exemple, comme figure de l'hypersensible qui lui a parlé. Et puis, évidemment, il y a l'idée de vivre avec. Parce que bon, le mariage dont il parle, évidemment, comment on fait si ça se reproduit souvent, ce genre de choses, on est malheureux. Alors, il y a une deuxième étape dans le chemin, après avoir, au fond, compris qu'on était un hypersensible, c'est accepter son hypersensibilité. Permet d'entamer la deuxième étape du chemin, la plus amusante, qui consiste à découvrir son propre mode d'emploi. Plutôt que de vouloir se conformer au mode d'emploi de la plupart des gens, ou à celui qui est le mode d'emploi habituel, produit en série des modèles standardisés qui nous entourent, c'est pas très sympa pour les autres de dire ça, et en fait c'est faux, mais il y a un peu de ça quand même. Donc voilà, comment on fait ? Comment on fait pour vivre dans la société avec son propre mode d'emploi qui diffère des autres modes d'emploi ? Je m'étais moi-même décrété phobique social à cause du temps qu'il me faut pour m'adapter à de nouvelles personnes, à de nouveaux contextes. J'ai des amis qui peuvent arriver à une soirée ou à un cocktail où ils ne connaissent personne et être aussitôt les rois de la fête. Moi, j'hésiterais à m'y rendre. Et si j'y vais, je resterai en retrait, en situation d'observateur. Ça, c'est exactement ma position habituelle. J'aime, au fond, me retrouver avec des gens que je connais, que j'apprécie et que j'ai pris du temps à apprivoiser, qui ont pris du temps à m'apprivoiser. Et ça prend parfois, souvent, beaucoup de temps. Ce n'est pas parce que je suis orgueilleux, ça c'est Fabrice Midal qui parle, qui écrit, ce n'est pas parce que je suis orgueilleux, ce n'est pas parce que je suis peureux, ni timide, c'est parce que je ressens tout plus intensément. Je ne peux pas papillonner. Alors, ressentir tout plus intensément. Évidemment, la question c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire ressentir tout plus intensément ? Est-ce qu'on peut vraiment ressentir tout plus passionnément ? Oui, il y a de ça, plus intensément. Là aussi, dans le grand spectre de l'hypersensibilité, il y a sans doute des accents. Il y a des gens qui sont très sensibles aux odeurs, il y a des gens qui sont très sensibles au bruit. Moi, je suis sensible au bruit, par exemple. Dans une conversation, typiquement, c'est mariage, c'est le lieu où il y a beaucoup de monde qui cause, et puis de la musique encore par-dessus, c'est le lieu où je me sens pas bien, parce qu'il y a trop. Il y a trop de choses qui se passent en même temps, et je suis incapable d'entendre la conversation. C'est pas que je suis sourd, j'ai plutôt une bonne oreille. Si je me concentre sur une seule chose, sur la musique, etc., mes oreilles fonctionnent bien, c'est pas ça le problème. C'est que il y a toutes les informations et qu'au fond, c'est le filtre qui n'arrive pas à faire abstraction d'une partie de celle-ci. Alors, par exemple, voilà, chez moi, c'est plutôt le bruit, chez d'autres, ce sera les odeurs, chez d'autres, ce sera la vue, ça sera aussi, évidemment, ce qui est plus de l'ordre de l'émotion. Il y a des gens qui vont se mettre à pleurer tout de suite, d'autres qui, au fond, sont hyper sensibles au monde de manière qui peut être variée. Alors, bon, il s'agit donc de trouver son propre mode d'emploi qui diffère selon les individus. Mais ensuite, bon, il faut vivre, et puis il y a plein de difficultés qui continuent à se poser. Alors, ce que Fabrice Midal analyse, ce qu'il observe, c'est ce qu'il appelle le faux self, c'est-à-dire la fausse image de soi qu'on donne pour
avoir l'air de s'adapter au monde. Il faut s'adapter, on nous bassine avec ça tout le temps. Il faut s'adapter. Sauf que oui, il faut s'adapter, je veux bien, mais je peux pas. Il y avait, typiquement, moi c'est un truc qui m'a toujours frappé, un moment de ma vie où j'ai vraiment été mal, c'était quand j'ai fait mon service militaire. C'était un lieu que je trouvais oppressant au possible, un lieu de mort. Vraiment, je ressentais au fond de moi tout le temps la présence de la mort. On avait des armes, on s'amusait à faire la guerre. C'était en Suisse, c'était dans un pays où la guerre, c'est une abstraction, c'est quelque chose qui ne nous concerne plus depuis très longtemps. Mais il y avait cette ambiance de mort, doublée d'une ambiance de vulgarité aussi, totalement masculine aussi. Ce monde purement masculin était un monde où je me sentais mal, hein, même si je n'ai pas de problème à affirmer que je suis un homme, mais c'est pas ça, un homme. Pour moi, tu deviendras un homme à l'armée, c'est des conneries. Mais, et puis surtout, on nous disait, ouais, mais mets le cerveau sur off. Le bouton n'existe pas. Bon, donc voilà. Alors typiquement, face à ce genre de choses, comment on fait? Et il y a sans doute une affirmation que quand j'ai fait mon armée, je n'avais pas fait. Aujourd'hui, on me convoque à l'armée, je les envoie péter, hein, sans la moindre hésitation. Mais à cet âge-là, c'était différent. Donc il faut sortir du faux self pour affirmer au fond une différence, se dire bah ouais, non, vous êtes tous touchés par ça, ça vous parle, vous aimez ce morceau de musique, ça vous fait vibrer. Moi ça me fout en rogne quand on joue certaines pièces musicales dans le monde des fanfares auxquelles j'appartiens, tout en étant un peu décalé, c'est toujours un peu la même chose. Bref, trouver son propre mode d'emploi, affirmer aussi sa différence, quitte à déplaire parfois, oui. Toujours en restant diplomate. Alors après, il y a des réflexions sur écorcher vif, sur les émotions, comment prendre une décision vraiment logique et rationnelle, toujours en se basant sur les émotions, au fond. Mais c'est toujours compliqué. L'hypersensible a appris à vivre dans la méfiance de ses émotions. Elles font à tout moment irruption dans sa vie, et il a l'impression qu'elles l'empêchent d'agir justement. Et pour cause. Dans la foulée de Descartes, nous avons été éduqués dans l'idée d'une stricte séparation entre la raison, une création pure de l'esprit, et les émotions, qui, en lien avec le corps, perturbent la raison et l'empêchent de se déployer. Or, chez lui, chez elle, cette séparation est ténue, parfois presque inexistante. Dès l'enfance, on m'a appris qu'il ne faut pas pleurer, qu'il ne faut pas se mettre en colère, qu'il ne faut pas avoir peur ni se laisser paralyser par l'angoisse sous peine d'être moins performant, moins fort, moins adulte. Réfléchis, me disait-on, sous-entendant ainsi que je me laissais guider par mes seules sensations primaires. Or, les émotions sont ce qui, au fond, permettent la pensée logique. On part de ces émotions pour penser. En tout cas, je crois que c'est essentiel. C'est pour ça que la littérature, par exemple, les romans, des choses comme ça, sont des puissants moteurs de pensée parce que ils sont basés sur l'émotion. Les romans à thèse qui essayent de prouver une thèse sont jamais très très bons parce qu'ils ne partent peut-être pas du concret, du sensible, mais vont partir d'une idée qui ensuite, ils vont essayer de coller la réalité à cette idée, mais la réalité échappe toujours aux idées. Et c'est ce qui fait qu'on pense ceci. Alors, il continue, il donne des méthodes, des exercices, il réfléchit aussi à partir des données scientifiques sur le cerveau, par exemple. Certains chercheurs ont effectivement vu dans le fonctionnement du cerveau que certaines personnes fonctionnaient peut-être différemment par rapport à la majorité. Il va nous donner des exemples d'hypersensibles dans
dans l'histoire, dans la fiction, des figures de l'hypersensible. La sorcière, par exemple, ou Spider-Man, sur lequel il donne pas mal d'éléments. Et puis, encore d'autres questions, je ne vais pas tout dire ici. La question des surdoués, des hypersensibles, c'est des questions très compliquées. Où est la frontière? Qui est surdoué, qui est hypersensible? Est-ce qu'on est forcément les deux? Est-ce qu'on est qu'un seul à la fois? Et puis, surdoué, est-ce que c'est le bon mot? Hypersensible, est-ce que c'est le bon mot? On voit qu'on va se perdre, au fond, mettre un mot comme celui-là. Est-ce que c'est vraiment suffisant? Bien sûr que non. L'hypersensibilité est l'intuition fondamentale de l'existence de liens entre nous et ce qui nous entoure. De liens qui n'entrent dans aucun schéma et sur lesquels il est difficile de mettre des mots, mais qui n'en sont pas moins réels. Les poètes. Certains peuples, les gens en marge, sont des frontaliers. Ils nous apprennent à faire plus attention, à aimer le monde. Prends exemple sur eux. Il termine toujours ces chapitres par une adresse au lecteur. Ce qui n'est pas le cas dans le reste du chapitre où il parle de lui ou de ses découvertes ou des découvertes ou des personnages dont il veut nous montrer qu'ils sont hypersensibles. Prends exemple sur eux, autorise-toi l'émerveillement libérateur. Le monde est enchanté, mais c'est à toi de le réenchanter tous les jours, à chaque moment. C'est ainsi que tu sortiras de l'enfermement. Tu as reçu le don de l'hypersensibilité, tu en es responsable, ne le néglige pas. Évidemment, il y a peut-être un peu de moralisme quand même dans ce genre de formulation. En tout cas, je ne crois pas que c'est volontaire, mais j'ai un peu de peine avec ces « il faut faire ci, fais ça ». Enfin, c'est mon caractère libre, libertaire qui se révolte un peu. Et évidemment, la réflexion sur la normalité, comme quoi ça n'existe pas, mais c'est devenu presque une sorte de lieu commun que de dire ça, et d'autres chapitres vont nous permettre de réfléchir. Le silence, par exemple, l'importance du silence dans un monde comme le nôtre, qui gueule à tout bout de champ. Et l'hypersensible, surtout l'hypersensible au bruit, et j'en fais partie, a besoin du silence. La musique a besoin du silence. Aussi la question du stress, un terme qu'il n'aime pas, parce que c'est un terme fourre-tout. Moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression que hypersensible en est aussi un terme fourre-tout, ce qui fait que j'ai un peu des réticences. Mais voilà, de nommer précisément ce que l'on vit. De dire, est-ce que je suis stressé, ça veut dire quoi? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis énervé? Est-ce que j'ai trop de travail? Est-ce que je me sens seul? Enfin, il y a plein de réalités différentes qui sont mises sous le terme de stress. Et puis la question de la performance. Et puis d'autres questions sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Le rapport aux autres, l'amoureux. L'hypersensible serait un amoureux permanent, c'est-à-dire que l'état amoureux, d'après Fabrice Midal, c'est l'état hypersensible. C'est deux choses qui sont identiques, qui s'imbriquent. Enfin, en tout cas, l'hypersensible est comme les autres gens quand ils sont amoureux. Alors évidemment, il y a une question qui n'est pas posée et qui est compliquée. C'est l'hypersensible amoureux. Le cumul des deux. C'est pas forcément toujours facile non plus. Et puis, évidemment, l'hypersensible va peut-être aussi se faire avoir par d'autres personnages qui sont dangereux pour lui, ceux qu'on appelle les pervers narcissiques ou que lui appelle les vampires. L'hypersensible est une proie idéale pour les prédateurs. Il a bon cœur, il est ouvert, il est sincère. Il fait confiance, partage ses émotions sans calcul, sans chercher à se protéger.
Bien sûr, grâce à ses antennes surdéveloppées, il détecte à distance les violents, les méchants, les agressifs. Mais il y a un type de prédateur qu'il ne repère pas parce qu'il a du mal à voir son côté pervers. Le vampire. Dans la vraie vie, le vampire existe et il est redoutable. Il n'est pas l'individu froid, normé, dur, avec qui les contacts sont d'emblée formels et distants, tout en restant généralement dans les limites de la courtoisie. Celui-là est certes déstabilisant, mais il n'est pas en chasse. Il n'est occupé que par l'apparence de lui-même. Le vampire n'est pas non plus le manipulateur ordinaire et intéressé qui cherche uniquement à se débarrasser d'une tâche ou d'un dossier compliqué et auquel l'hypersensible, dans son envie de toujours mieux faire, ne sait pas dire non. Le vampire, lui, est d'une autre trempe. Il sait faire la cour sur la durée, offrir chaleur et intimité, mettre en confiance. Il tisse sa toile autour de la proie qu'il s'est choisie. Hyper empathique, l'hypersensible tombe dans le panneau, parce qu'il est incapable d'abuser d'un autre être. Il ne peut pas imaginer que quelqu'un puisse le faire. Les hypersensibles sont des gentils dans un monde qui méprise la gentillesse. Mais l'affirmation aussi de la gentillesse me paraît être une manière d'éviter les faux selfs, d'éviter les faux semblants. Je suis un gentil. Oui. Je vis dans le monde des bisounours. Oui. Voilà. Et il semblerait, pour terminer, que l'évolution favorise, sélectionne les hypersensibles. Que ce sont des gens en avance sur leur temps, des gens qui sentent les choses avant qu'elles se produisent réellement. Non pas qu'ils aient des pouvoirs magiques, mais simplement des choses impalpables pour d'autres, elles sont, pour eux, sont palpables. Voilà. Quelques réflexions sur l'hypersensibilité à partir de Fabrice Midal. Suis-je hypersensible? Enquête sur un pouvoir